La révolte des Zenj, un sujet tiré tout droit de mon documentaire sur la traite arabo-musulmane. Il y a quelques mois de cela, j'ai abordé un sujet sur ma chaîne YouTube qui s'intitule La traite arabo-musulmane. Suite à cela, j'ai eu un commentaire qui m'a gentiment fait sourire d'une personne qui me disait que cette traite n'a jamais existé, qu'il n'y a pas de preuves, etc. Et suite à ce commentaire, j'ai eu envie pas de faire une partie 2 parce que je pense que le documentaire était assez complet, mais on va s'intéresser à la révolte des Zenj, que vous m'avez d'ailleurs appris à prononcer, je vous remercie, parce que dans le premier documentaire, je disais la révolte des anges, je disais les anges, et c'est les Zenj. On va apprendre aujourd'hui qui étaient les Zenj, pourquoi se sont-ils révoltés, face à qui se sont-ils révoltés. Reste avec moi si tu veux en savoir plus. La révolte des Zenj a eu lieu entre 869 et 883. Au VIe siècle, le monde musulman est dominé par un empire colossal, le califat abbasside. Depuis Bagdad, capitale intellectuelle et politique du monde islamique, les abbassides contrôlent un territoire immense allant de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale. C'est l'âge d'or, science, philosophie, commerce et traduction grecque. Mais derrière cette puissance, l'empire est fragilisé. Au sud de l'Irak actuel, dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate, de vastes marais salins doivent être asséchés pour l'agriculture. Un travail exténuant, dangereux, impropre aux populations locales. Alors la solution choisie est simple, brutale et massive. L'importation d'esclaves africains qui, eux, seraient dignes pour faire ce genre de tâches. Et c'est là que va commencer l'histoire de la révolte des Zenj. Qui sont les Zenj? Ce sont des hommes réduits à une force de travail. Le terme Zenj apparaît dans les sources arabes médiévales pour désigner les populations originaires d'Afrique de l'Est, principalement de la côte Swahili, sur laquelle il y a l'actuel Kenya, la Tanzanie ou encore le Mozambique. Une chose très importante à savoir, Zenj n'est pas un nom ethnique, mais une désignation sociale et racialisée associée à la couleur de peau et au statut servile. Ces hommes vont donc être arrachés à leurs terres par les réseaux de la traite orientale, puis envoyés en Mésopotamie. Alors quel est leur quotidien? C'est un quotidien composé de travail forcé dans les marais salins, d'extraction du sel à main nue, de chaleur écrasante, de malnutrition, de violence physique constante. Ils ne sont ni soldats, ni domestiques de cour, ils sont au dernier échelon du système esclavagiste, une main-d'œuvre jetable et facilement exploitable par les populations orientales. Alors contrairement à une idée très répandue, l'esclavage dans le monde musulman n'est ni marginal ni homogène. Il existe plusieurs formes d'esclavage. Il y a l'esclavage domestique, l'esclavage sexuel, il y a l'esclavage militaire qu'on appelle souvent sur le nom de mamelouks, il y a l'esclavage agricole et minier qui est encore plus brutal, et les Zenj relèvent de cette dernière catégorie. Ils sont acheminés par la mer Rouge, l'océan Indien et par des réseaux de marchands arabes et persans. C'est un système économique qui n'est pas du tout accidentel, il repose sur la rentabilité, la déshumanisation et la distance. La révolte des Zenj ne naît pas d'un excès ponctuel, mais d'un système bien installé et rodé pour la souffrance. En 869, un homme apparaît, Ali ibn Muhammad. C'est un personnage complexe, controversé, décrit différemment selon les sources. Il n'est probablement pas lui-même un esclave, mais il comprend une chose essentielle, la colère accumulée est explosive. Ali ibn Muhammad utilise un discours religieux, une rhétorique de justice sociale, des promesses d'égalité et d'émancipation. Il promet aux Zenj la liberté, le butin, une reconnaissance humaine. Pour des hommes privés de tout, ce message est une vraie arme. Petit à petit, la révolte devient une vraie guerre. Les Zenj s'organisent avec une hiérarchie militaire, des camps fortifiés et une vraie stratégie de guérilla. En 871, ils frappent un symbole majeur, la grande ville commerciale. La ville est prise, les massacres sont réels, la violence est extrême. Pendant 14 ans, l'empire abbasside est déstabilisé, les routes commerciales sont coupées, les armes immobilisées et l'autorité centrale est complètement affaiblie. Jamais une révolte servile n'avait duré aussi longtemps
que dans le monde islamique médiéval. Face à cette menace, le califat va réagir. Les Abbassides mobilisent des troupes professionnelles, des généraux expérimentés et des moyens financiers colossaux. La reconquête est lente, méthodique et impitoyable. En 883, Ali ibn Muhammad va donc être exécuté. Les derniers bastillons tombent, la révolte est écrasée, les survivants sont exécutés, dispersés ou réasservis. Un jeune auteur a écrit un roman qui s'intitule Au-delà des ombres, qui parle de la République démocratique du Congo, qui met en avant les conflits qu'il y a à l'Est, et j'ai imaginé une jeune femme qui s'appelle Amani et qui va tout faire pour fuir l'Est de la RDC vers la capitale Kinshasa pour un avenir meilleur. Alors en parallèle de cela, je suis en train d'écrire un essai qui s'appelle Atlas des traites humaines, dans lequel on va aborder les différentes traites qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, je t'invite à me le dire en commentaire. Au cours de mon précédent documentaire sur la traite arabo-musulmane, beaucoup d'entre vous m'avaient souligné le fait qu'il y avait aussi la pratique des castrations durant cette traite. Alors on va s'intéresser à ce sujet, comment il procédait et pourquoi. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de descendance de cette traite arabo-musulmane, pour répondre aux commentaires de cette personne qui m'avait écrit. Dans la traite orientale, notamment celle liée à l'océan Indien et au monde islamique médiéval, la castration a bel et bien existé. Elle concerne principalement les hommes destinés au palais, les harems, les fonctions de gardiens, les postes de serviteurs de cour. Ces hommes deviennent donc des eunuques. Mais pourquoi castrer ? La logique est simple, froide, économique et politique. La castration permet d'empêcher toute descendance, d'éviter les révoltes internes dans les palais, de garantir un contrôle total sur les femmes esclavisées et d'effacer toute continuité familiale. Un esclave castré ne fonde rien, il sert, puis ensuite il disparaît. Et sa mémoire aussi disparaît avec, puisque à qui peut-il raconter ces choses s'il ne fait pas d'enfant ? Bien sûr, vous pouvez dire qu'il pouvait raconter ça à d'autres gens, mais on sait que, surtout à cette époque-là, les histoires se transmettaient de façon orale, de père en fils. Où et comment ces castrations avaient lieu ? En ce qui concerne la castration, on doit d'abord préciser dans un premier temps que ce n'est pas tous les esclaves africains ayant été dans cette traite arabo-musulmane qui ont été castrés. La castration, par contre, elle est réelle, documentée, mais elle était ciblée et non universelle. Elle concerne un type précis d'esclaves dans un cadre précis pour des usages précis. Où et comment ces castrations avaient-elles lieu ? La castration n'était généralement pas pratiquée sur les territoires musulmans centraux parce que de nombreux juristes musulmans médiévaux considéraient la castration comme illicite. La solution a donc été la délocalisation de la violence. Où est-ce que ça a été délocalisé ? Les sources situent les lieux de castration en Afrique de l'Est ou encore en Éthiopie, ou encore dans certaines zones de la vallée du Nil, sur des routes liées au marché de l'océan Indien, notamment autour de Zanzibar. Et retenez bien cet élément parce qu'on va voir d'où vient le nom Zanzibar. Pourquoi ce pays est-il appelé Zanzibar ? Vous le saurez très bientôt dans ce documentaire parce que c'est étroitement lié à la révolte des Zenj. Zanzibar joue ici un rôle de plateforme commerciale, pas nécessairement de centre chirurgical, mais plutôt de nœud de transit. Et il y a plusieurs sources qui le disent. Il y a Bernard Lewis dans Race and Slavery in the Middle East. Il écrit que la majorité des eunuques africains ne survivaient pas à l'opération. La castration était une pratique structurelle et non marginale. Paul Lovejoy dans Transformation in Slavery. Lovejoy explique que la traite orientale a eu un impact démographique destructeur. La castration explique en partie l'absence de descendance masculine identifiable. Tidiane Ndaye dans Le génocide voilé, publié aux éditions Gallimard, il cite des taux de mortalité allant jusqu'à 60 à 80% après ces opérations en s'appuyant sur des sources arabes médiévales. C'est un livre controversé, mais les faits cités sont issus de sources primaires reconnues. Et les sources primaires médiévales pour évoquer ces castrations, nous avons Al-Tabari, historien abbasside contemporain des Zenj, Al-Mahsoudi, dans Les Prairies d'Or, mention des eunuques africains et des travaux cités par l'UNESCO comme
Slave Route Project. Zanzibar est l'étymologie des Zenj. Pour comprendre qui étaient réellement les Zenj, il est important de s'arrêter sur un lieu clé de l'histoire de l'océan Indien, Zanzibar. Zanzibar était un carrefour stratégique bien avant l'Europe. Bien avant l'arrivée des Européens, Zanzibar est déjà un nœud commercial majeur. Dès l'Antiquité tardive et surtout au Moyen-Âge, l'île se situe au croisement de plusieurs mondes. Afrique de l'Est, péninsule arabique, Perse, Inde, on y échange de l'or, de l'ivoire, des épices et aussi malheureusement des êtres humains. Alors, d'où vient le mot Zenj? Il apparaît très tôt dans les sources arabes. Il dérive probablement de Zang ou Zengi, terme persan ancien, désignait les populations noires de la côte est africaine. Le point fondamental, c'est que Zenj ne désigne pas un peuple précis, mais une catégorie construite, comme je l'ai dit précédemment dans ce documentaire. Dans les textes médiévaux, Zenj est égal noir africain, souvent associé à l'esclavage et à la force physique et au travail pénible. C'est un mot géographique, racial et social à la fois. Zanzibar est différent de Zenj, mais il y a un lien structurel. Attention à une confusion. Zanzibar ne signifie pas l'île des Zenj comme on pourrait l'imaginer. En tout cas, pas au sens ethnique strict. Le nom Zanzibar vient probablement de Zenjibar ou Zenjbar, littéralement la côte ou encore la terre des Noirs. Mais cela reflète le regard extérieur des marchands arabes et persans, pas une identité revendiquée par les habitants. Zanzibar devient ainsi un point de concentration des populations appelé Zenj, un lieu de transit, un marché, un système de la traite orientale sur plusieurs siècles. Les Zenj envoyés dans le sud de l'Irak ne viennent pas tous directement de Zanzibar, mais ils viennent tous de la côte Swahili, acheminés par étapes via ports, îles, caravanes et navires. Zanzibar joue un rôle central car elle connecte l'Afrique à l'économie du monde islamique. Elle transporte des vies humaines en marchandises exportables. La révolte des Zenj est donc l'écho lointain de ce système maritime. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire sur la révolte des Zenj. On se retrouve bientôt pour un nouveau documentaire. Je vous rappelle que je ne suis pas spécialiste des traites. J'aime l'histoire en général, mais je sais que les histoires sur les traites ont suscité beaucoup d'intérêt auprès de ma communauté. C'est pour ça que j'aborde différents aspects de ces traites-là. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire.